Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Tweet TV et Watt FM. Merci surtout de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins. C'est le tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi, les juges au siège, Bernard Bouma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Au-delà des condamnations et des vives critiques contre la batterie de mesures prises lors du double sommet CEDEAO-UEMOA à l'encontre du Mali, la société civile burkinabé s'organise et apporte son soutien au peuple malien. C'est dans cette dynamique que l'ISPM, Initiative de soutien au peuple malien, a vu le jour. Qui sont ceux qui portent cette initiative? Quelle est sa feuille de route? Le porte-parole de l'ISPM est sur ce plateau. Bassolma Bazir, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour. Okay. Alors, on l'a dit, on va parler de la crise malienne, des sanctions prises contre ce pays-là et cette initiative que vous portez. Mais ça sera après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Cinquième et dernière convocation de la semaine. Monsieur le juge, vous avez la parole pour vos avant-propos. On commence avec vos juges Bouma. Merci, président. Mon avant-propos va concerner les propositions faites par la CENI. L'on se rappelle qu'effectivement, la classe politique traînait les pieds quand il fallait se décider s'il fallait aller aux élections ou pas, alors qu'il y avait des délais également pour convoquer le corps électoral. Donc on nous parlait de la fourchette du 15 jusqu'au 22 janvier par là, mais bon, les lignes qui ne bougeaient pas. Bon, finalement, elle est sortie de son cocon. Donc la classe politique, je veux dire dans son ensemble, opposition comme majorité, et qui propose le report effectivement de ces municipales en novembre prochain. Donc c'est dans ces conditions que la CENI fait deux propositions. C'est-à-dire une proposition qui est de faire des élections en bloc, par bloc. Donc d'abord un premier bloc et ensuite un deuxième bloc. Et dans tous les cas, dans chaque bloc, c'est organiser les élections là où c'est possible. C'est-à-dire ici, ce n'est pas de dire on organise les élections là où vraiment ça va et après on part organiser là où ça n'allait pas. Donc c'est-à-dire on organise par bloc, donc deux blocs, et là où ça va, dans le premier bloc, là où ça va, on organise les élections. S'il y a des zones où ça ne va pas, il n'y aura pas d'élection. Le second bloc, comme ça. Donc, 8 régions, et ensuite, et comme on a 7 régions, ensuite, puisqu'on a 13 régions, ensuite 6 régions. Voilà. Donc, ce sont les propositions de la CENI. Sauf qu'effectivement, c'est symptomatique de cette situation. On ne pourra pas en vouloir à la CENI de faire ces propositions acquis des droits qui effectivement va prendre la dernière décision, mais je dis bien c'est la situation sécuritaire qui nous met dans une telle situation. Donc la démocratie de proximité a mal, parce que quand on parle de collectivité territoriale, c'est vraiment la démocratie de proximité. On dit aux citoyens d'aller choisir directement celui qui va le gouverner à l'échelle locale où le matin il se réveille, il se regarde parce que c'est un habitant du village, ou bien c'est un natif du village, mais vous connaissez depuis des lustres. Donc c'est vraiment la proximité. Et même là, nous, on a de la peine à l'organiser. Bon, on a aussi réduit la démocratie à celle électoraliste qui consiste à dire tant qu'il y a des élections et qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc, il a fallu que Blaise Compaoré bouge pour que nous voyions la faiblesse de certaines de nos institutions démocratiques. Quand on regarde dans d'autres pays où les élections sont régulièrement tenues, quand il y a eu une première crise, vous vous rendez compte que les institutions qui portent cette démocratie, ça ne va pas. Donc la démocratie électoraliste n'est pas comment on appelle ça. C'est vraiment pas ça. Il faut autre chose, la force des institutions. Donc nous, on a un problème sécuritaire. On n'arrive même pas à organiser les élections au plan local. Mais bon, la CEDEAO dit à un pays de tout faire pour que ça puisse être fait. Mais bon, ici, je dis bien la CENI, elle est dans son rôle, dans son droit de faire ses propositions. Mais nous attendons ce que la classe politique va prendre comme décision. Parce que tout porte à croire qu'en tout cas, le report va être acté. Voilà. Donc, on attendra la suite pour voir ce que ça va donner. Merci, juge Bouma. Juge Vaha. Oui, merci, président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali, mais pas plus ici. Quand vous allez sur le site du ministère des Finances, vous avez la publication de la loi de finances 2022 du Mali. Maintenant, il y a une surprise que vous avez, puisque dans cette loi de finances 2022, il est prévu une allocation de 30,9 milliards de francs CFA à des élections générales. Et
tenez-vous bien, donc ça veut dire qu'il y a les élections étaient prévues pour 2022. Et cette loi de finances, elle a été publiée rien que le 17 janvier, donc il y a juste quelques jours, sur le site du ministère des Finances malien. Donc vous vous posez des questions, mais donc qu'est-ce qui s'est passé? Puisque des élections sont prévues et ça figure parmi les 2 priorités selon le plan d'action du gouvernement malien. Et la première priorité, on sait, c'est la question sécuritaire et de défense, c'est celle-là qui est la première. Et la deuxième priorité qui a été définie, c'est ces élections générales-là. Et il faut dire que cette loi de finances-là, elle a été adoptée, c'était le 2 août 2021. Maintenant, la signature, elle est intervenue le 23 décembre dernier. Donc, en temps, on a maintenant aujourd'hui notre posture, ça c'est clair, avec les sanctions de la CEDEAO et tout, et la proposition malienne. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on ne comprend pas grand-chose. Maintenant, est-ce que cette loi de finances aussi, publiée, ça... C'est une façon de dire, on avait prévu cela, maintenant on a eu des assises, il y a eu d'autres choses qui sont venues, on ne sait pas. Maintenant aussi, il faut être prudent parce que on parle de 30,9 milliards pour des élections générales, mais on ne dit pas de quelle élection générale on parle. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas que les présidentielles, je pense qu'il y avait des municipales qui étaient attendues, mais des législatives. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait? Bon, on ne sait pas encore. Mais c'est une loi de finances qui pose beaucoup d'interrogations au regard du déroulement des choses aujourd'hui. Merci, monsieur le juge, pour ce propos introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM du lundi au vendredi sur le coup de 8h. Le porte-parole de l'ISPM, initiative de soutien au peuple malien, Bassol Mabazi, est notre convoqué du jour. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour, monsieur le président. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit au tribunal de l'actualité depuis, je dirais, votre passage de témoin à la tête de la CGTB. Alors, c'est difficile de passer sous silence ce pan de votre parcours, 8 ans à la tête de la CGTB. Comment se porte Bassol Mabazi, qui n'est plus à la brèche sous les projecteurs? Vous vous sentez bien? Oui, Dieu merci. Grandement merci à la nature et à nos man. En tout cas, je suis sur mes 2 jambes. Je ne peux que dire merci grandement, surtout à l'ensemble des Burkinabés qui m'ont accompagné à traverser cette période, comme vous l'avez dit, pas si simple. D'accord. Alors, c'est un poste qui vous amène à être sur la brèche, très sollicité. Aujourd'hui, je peux dire que vous êtes un peu en retrait. Est-ce que ça ne vous manque pas, je dirais, cette vie active-là? Vous me permettez tout simplement de dire que quand un homme vient au monde et qu'il ait eu la chance de bénéficier de l'éducation communautaire, de l'instruction à travers des agents ayant représenté l'État, c'est pour être utile à sa société. Et de ce point de vue, dès lors qu'on a cette vision, il n'y a pas un poste qu'on puisse quitter qui devrait vous rendre, j'allais dire, vous mettre dans une situation où une autre étape vous manque, que vous ayez déjà dépassé. Vous devrez vous mettre à l'esprit qu'à tout instant, n'importe quel moment, n'importe quel lieu, sur n'importe quelle circonstance où il faut intervenir, donner sa contribution pour que la vie humaine soit respectée, sauvegardée, ça devrait aller de soi. Et comme nous l'avons dit, le combat ne se conjugue pas au passé, c'est le présent et le futur. On prie les mains d'être sur les 2 pieds et mener, donner sa contribution jusqu'à la tombe, c'est ce qui est souhaitable. Monsieur le juge, question de généralité. On a le général Bassol Mabazi à la barre du tribunal de l'actualité. Alors, on est tenté de poser la question de savoir à quoi s'occupe le général actuellement. Merci bien. À cette question, encore je dis bien merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Aujourd'hui, je pense que le général, dans la mesure où le titre m'a été attribué par les travailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, le comité qui a statué sur la politique nationale quand il est passé à la bout du travail avec l'actuel ministre de la Défense. Il y a un qui a ouvert une parenthèse en me posant la question, mais d'où je tire le titre général? Les camarades ont rigolé en disant, bon, ce sont les travailleurs qui lui ont conféré ce titre. Ça veut dire que d'office, on ne devient pas général parce qu'on est élu secrétaire général. Ce sont les travailleurs, au vu d'un certain nombre d'aspects, disent, bon, à partir d'aujourd'hui, on vous appelle général. Et donc, quand ils ont expliqué comme ça, un a rigolé en disant qu'on croyait que Monsieur le Président a pris un décret à notre insu pour vous élever au grade de général. Bon, ben, c'était pour rigoler, mais c'est pour dire que actuellement, je suis
également sur multiples fronts professionnels. Je remercie les membres pour cela. Et le premier élément, c'est que je suis directeur administratif au niveau de la société Estranfort. C'est une société nouvellement créée qui s'occupe de la recherche, d'assistance, de médiation et de la formation. Et également, je suis fondateur, directeur général du centre culturel Yilo de Kokuldi. J'interviens également en termes pédagogiques au niveau de l'université de Ouagadougou, au niveau d'un master qui gère la question des conflits et de la gouvernance. J'interviens également dans certains instituts supérieurs sur les techniques de médiation et de négociation, notamment l'Institut supérieur en sécurité humaine et bien d'autres milieux. Je me suis permis, pour pouvoir être en conformité avec la loi, de déposer un certain nombre de dossiers qui m'a permis d'avoir ma carte professionnelle libérale, qui me permet d'exercer dans le domaine du commerce et bien d'autres. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que Bassoma est intervenu dans tel lieu, il est en porte-à-faux avec la loi. Quand tu dis aux autres de bien faire, c'est qu'aussi on se donne la discipline nécessaire de suivre un certain nombre de conduites. D'accord. Juge voir. Ça me fait un peu sourire parce que depuis, pour ceux qui me suivent en radio, je regarde donc le général, comme on l'appelle, qui a, comme à l'accoutumée, toujours une pile de documents devant lui avec des papiers bien classés chaque fois que vous le recevez. Je me demandais, mais à quoi allait servir le badge qu'il avait? Bon, il nous l'a montré maintenant, j'ai compris. Et même ces deux badges. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième qui atteint une deuxième question. C'est bien ça, bon, c'était pour détendre la. Je vous en prie. Mais revenons un peu sur la réalité de votre départ à la CGTB. Vous dites quoi? Ça aurait pu être un peu mieux fait. Je parle de... Parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est une conséquence aussi de votre démission de la fonction publique. Pour certains, est-ce que Bassoma Bazié continuera d'être si légitime puisqu'il n'est plus fonctionnaire et tout? Est-ce que vous auriez voulu un départ différent? Ou bien pour vous, vous avez tiré les conséquences d'une réalité, ou bien bon, c'était à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut passer la main après 8 ans et tout. D'abord, je tiens à préciser que avant de accepter la proposition de l'ensemble des congressistes, le samedi 30 novembre 2013, pour remplacer le secrétaire général sorti d'antan, donc, j'avais déjà une bourse qui me permettait d'aller au Canada avec toute ma famille. Et le départ était prévu pour le 5 décembre. Si j'ai accepté la proposition de rester, de me battre, c'est parce que j'ai dit à l'ensemble de mes camarades que j'ai lu un document de Nelson Mandela où il disait que dans la société, les gens se comparent les uns aux autres en fonction de leur nombre de comptes bancaires, leur nombre de véhicules, leur nombre de villas. Pour lui, Nelson Mandela, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui est important pour un homme. Pour lui, ce qui est important pour un homme, c'est quand vos intérêts personnels croisent l'intérêt collectif à un carrefour et vous avez la capacité nécessaire de faire taire vos intérêts personnels pour servir l'intérêt collectif. J'ai dit au Canada, c'est bien de courir, aller. En France, c'est bien de courir pour y aller. Aux États-Unis, c'est bien de courir pour y aller. Mais ce sont les enfants de ces pays-là qui se sont sacrifiés pour en construire. D'où mon engagement à rester pour servir la Confédération. Deuxième niveau d'appréciation, disons que quand vous occupez la tête d'une structure où il faut être conforme à un certain nombre de principes, des valeurs sociales très strictes, c'est éreintant, j'allais dire, permettez-moi le terme, dans la mesure où tous ceux qui ne souhaiteraient pas entendre un certain type de propos ou une certaine façon de voir les choses, vous êtes en danger permanemment. La preuve est que me concernant, il y a quelqu'un qui a été déposé, ça va maintenant dans une année, par le procureur du Faso, du Faso au niveau de la MACO, dont le jugement est en attente d'être programmé. Donc c'est pour dire que vous êtes sous la menace permanente. Et j'ai dit aux camarades que nos organisations, d'abord, qui ne sont pas à but lucratif, au sein desquelles le premier responsable, ce n'est pas un salaire rétributif qu'on lui donne, même s'il arrive à passer un seul mois à la tête, c'est un grand sacrifice. Parce que c'est parce que vous avez osé affronter un certain nombre d'éléments sur vous-même que vous êtes à mesure de tenir. Le faire sur 8 ans, c'est encore plus compliqué, dans la mesure où je suis dans la direction depuis le 30 novembre 2006, en tant que deuxième secrétaire général adjoint. Et c'est le samedi 30 novembre 2013 qu'on m'a élu à la direction confédérale en tant que secrétaire général. Mais je rappelle également que depuis 1995, quand j'ai mis le pied à l'université, j'ai toujours eu la confiance et la chance qu'on me désigne à des postes assez contraignants. Donc, depuis tout ce temps, il faut dire que dès lors qu'on t'élit à un poste de responsabilité, le même jour, vous devriez commencer à préparer votre départ.
nos parents nous disaient que le pouvoir, il faut savoir le recevoir, mais il faut aussi savoir le remettre. Ça veut dire quoi? Vous ne devriez pas être attaché à quoi que ce soit. Vous avez même la possibilité de le garder à la porte. Si on vient vous emmerder, vous restez dans votre chambre, vous dites c'est déposé, prenez puis vous partez. Parce que ce n'est pas un élément rétributif, c'est un élément sacrificiel. Donc si les camarades arrivent à avoir confiance en vous sur 8 années, où on estime, on vient, on applaudit votre bilan par acclamation, vous ne pouvez que dire grandement merci aux membres de vous avoir maintenu en vie. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et surtout merci à la presse. Parce que ce n'est pas évident. Si j'ai été connu aujourd'hui, si sur les lampions, c'est probablement parce que la presse a eu confiance en moi. On m'a approché à un certain nombre de tournants. Donc, il est tout à fait normal et nécessaire qu'à un moment donné, on passe la main. Alors, passer la main ne veut pas dire qu'on n'est plus syndicaliste. Voilà, dans la mesure où on est élu via des structures confédérales. Et je viens de dire que j'enseigne présentement à l'université et dans certains instituts, dont je reste toujours un militant jusqu'à ce qu'on vienne me dire, bon, Bazé Bassolma, tu as posé tel et tel acte, conformément au statut, tu n'es plus des miens. Je n'ai pas encore eu cette démonstration. Okay. D'accord. Bassolma Bazé, alors vous êtes un homme de principe, un homme d'action. Vous décidez aujourd'hui de porter un autre combat. Vous êtes, je le rappelle pour ceux qui sont avec nous écoutent à la radio, vous êtes paré aux couleurs du Mali. Vous avez décidé, en tout cas, de mobiliser vos énergies pour soutenir le peuple malien. C'est ce qui a été dit. Alors, c'est autour d'une structure, on l'a dit, c'est l'initiative de soutien au peuple malien ISPM. Dites-nous, de quoi est parti ce déclic-là? Pourquoi mettre en place une initiative? Merci bien. Comme je l'ai dit, en lien avec le fait qu'il faut travailler toujours et être à la disposition des uns des autres, il faut dire que quand j'ai lu les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre le peuple malien, je n'ai pas pu me retenir. Et comme je l'ai dit, j'ai aussi une page sur laquelle je donne un certain nombre d'informations, je prends un certain type de position, et c'est sur cette page, non seulement j'ai condamné cette façon de faire de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui devaient être des structures au service des populations et des peuples, et non le contraire, pas pour réprimer le peuple. Et j'ai fait le lendemain, donc 10 janvier, le lendemain 10 janvier, une autre publication pour lancer un appel à tous frères et sœurs maliens qui seraient sur notre territoire burkinabé, qui pourraient rencontrer un certain type de difficultés liées à la fermeture des frontières. Nous voyageons tous par pratiquement toutes les voies. Quelqu'un peut prendre son billet d'avion, il arrive à l'aéroport, il va sur le Mali, on annule le vol parce que, les frontières ont été fermées, il n'y a plus de vol vers le Mali. Or, nous savons très bien que le panafricanisme dont on prend tant, les noms des panafricanistes dont on a l'habitude, la facilité de citer les Kwame Nkrumah, les Lumumba et autres, les théoriser c'est bien, il faut aussi aller à la pratique. Et par conséquent, la pierre contributive, minimale soit-elle, il a été essentiel, par conscience, de lancer un appel à tous frères ou sœurs maliens qui se trouveraient sur notre territoire, qui seraient en difficulté. Et quelle que soit sa position géographique. J'ai aussi des liens qui pourraient contacter. Donc j'ai laissé mes numéros de téléphone. C'est suite à cela, je vous dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas comptabiliser le nombre d'appels que j'ai reçus. Pas seulement au niveau national, même au niveau international, des États-Unis, de la France, de Berlin, où on me demande concrètement quel dispositif je mets en œuvre pour qu'on puisse m'aider et prendre les frères africains en charge. Donc, vu l'intensité des appels, moi j'ai tenté de dire aux uns aux autres de patienter, je vais leur revenir. Je constate que sur mon numéro officiel que j'ai communiqué pour recevoir des frères qui seraient en souffrance, je commence à recevoir des dépôts. J'ai eu jusqu'à 3 dépôts financiers. J'appelle les intéressés, je dis, vous avez déposé de l'argent sur tel compte? Il dit oui, il vient de lire ton élément sur votre page. Vraiment, c'est un acte africain. On ne peut pas vous laisser seul faire face à ça. Le combat que vous menez, c'est un combat de tout le monde. Donc, par conséquent, c'est notre contribution à votre endroit. Donc, rapidement, j'ai estimé que ça, ce n'était plus une question d'un individu. J'ai eu l'idée, mais il faut avoir la maturité, aussi l'humilité d'élargir et d'appeler d'autres frères pour vous aider à gérer. C'est comme ça que j'ai contacté un certain nombre de personnes aux ressources avec lesquelles j'ai échangé, j'ai soumis ma préoccupation, qui ont dit que dès lors que c'est pas je ne les invite pas dans une organisation politique ou autre, et que c'est tout simplement des personnes aux ressources que j'invite pour aider à faire face à une situation donnée, au vu de la confiance qu'ils me vouent et de ma témérité et des valeurs que je défends, et ils sont partants.
aurait été une autre organisation, une autre personne, ils allaient douter un peu, mais si ça me concerne, il n'y a pas de problème. Donc la dizaine de personnes que j'ai contactées, qui sont de toutes les strates sociales, hein, commerçants, ambassadeurs, anciens ambassadeurs, je vais dire. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Parce que ce qui fait la légitimité aussi, la valeur d'une structure, c'est les hommes qui portent l'initiative. Tout à fait. Quand je les ai contactés, il y a certains qui ont dit, vu leur responsabilité à un certain nombre de niveaux, ils ne peuvent pas être au devant des choses. Mais ils sont tenus à désigner 5 personnes qui doivent porter la voix de l'initiative. On a réfléchi au nom ensemble avant de mettre ça en place. Le premier élément, c'est le doyen Diallo Ismaël, qui est un ancien ambassadeur, dont vous le savez aussi avec ses principes, c'est pas sur n'importe quelle situation qui s'aligne. La deuxième personnalité, c'est Barry Abdoulaye, qui est un de vos confrères. Il y a Madame Dera Saint-Poré, qui est également une de vos confrères. Il y a M. Woba, qui a été désigné également pour nous accompagner. Exactement. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont été désignées pour porter la voix. Mais les autres qui sont en dessous, la liste est tellement longue qu'il ne sera pas facile de les citer, dans la mesure où l'initiative est ouverte, n'est pas encore fermée. Donc nous invitons toute bonne volonté, toute personne qui a la possibilité d'apporter quelque chose, d'y venir pour qu'on réfléchisse ensemble. Voilà pourquoi je tiens à féliciter et à remercier tous ceux qui se sont engagés dans ce fait. Comme on le dit, on engage un élément de façon personnelle parce qu'on a un point de vue, on trouve des frères et sœurs qui courent pour venir, qui accourent pour venir aider, apporter. Ça me permet de renforcer mon propos qui est que la situation malienne, ce n'est pas une crise du Mali, c'est une crise africaine. C'est comme ça qu'on doit la voir et il faut inviter l'ensemble des Africains à faire en sorte que ces genres de situations véritablement puissent s'améliorer en allant vers notre indépendance véritable au plan politique, économique, social, culturel et sécuritaire. Merci. Juge Bougma. Effectivement, quand vous avez lancé l'initiative à travers l'écrit, les questions qui ont fusé, c'est comment est-ce qu'il allait faire, est-ce qu'il a un local, est-ce qu'il a un site d'hébergement, si les gens viennent de façon nombreuse, comment est-ce qu'il fait. Donc, ici, vous dites qu'il y a des gens qui sont venus vous accompagner. Alors, est-ce que déjà vous avez reçu des gens qui avaient besoin d'assistance et que vous avez pu assister? Oui, merci pour la question, monsieur le juge. Le matin même, nous avons déposé une correspondance à l'endroit du représentant de la CEDEAO à Ouagadougou. Nous avons également envoyé une équipe pour rencontrer la communauté malienne. Et nous avons mis une équipe aussi en place pour entrer en contact avec la société civile malienne, c'est-à-dire les organisations typiquement société civile, les organisations syndicales et bien d'autres bonnes volontés pour mieux comprendre un certain nombre d'aspects. Et si on devait les rencontrer, que ce soit physiquement ou bien par téléphone ou par vidéoconférence, comment il faut le faire. Et ces personnes ressources ont déjà été identifiées, elles sont en train d'élargir leur cercle. Donc voilà pour le moment l'axe sur lequel nous sommes lancés. Probablement qu'après même le tribunal de l'actualité, je vais rentrer en contact avec les différentes délégations qui ont été mises en place pour voir exactement ce qui est fait. Parce que vous savez aussi en Afrique, nous avons un regard assez régulier sur notre intimité. On peut facilement appeler quelqu'un d'ici, vous avez des problèmes, vous venez, mais considérant un certain nombre de paramètres, la personne peut ne pas vouloir véritablement exposer un certain type de problème. Voilà pourquoi nous avons mis tactiquement cette délégation en place qui va rentrer en contact avec les Maliens organisés sur notre territoire et pour qu'ensemble on puisse voir exactement quelles sont les difficultés qu'ils traversent. D'accord. Juge, oui, moi j'ai suivi votre point de presse. J'ai senti que vous aviez un point sur lequel vous vouliez que les gens vous comprennent très rapidement. Vous dites que ce n'est pas un soutien à la junte au Mali. Et vous avez dit que vous condamnez par principe déjà les coups d'État. Pourquoi ce préalable-là? Vous pensez que on pourrait facilement se méprendre sur vos intentions? Ce préalable était nécessaire parce que vous savez très bien, j'ai approché des personnalités et quand vous approchez quelqu'un et vous lui soumettez une préoccupation que vous avez, si vous souhaitez qu'il vous accompagne, il y a une analyse qui vous devriez prendre en compte. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai tout simplement déploré un peu ceux qui sont partis s'agripper au terme apolitique dans la déclaration et puis ils taisent là-dessus.
sans élever le niveau de débat. De toute façon, si vous partez à l'église, il y a des principes qu'il faut suivre. Si vous partez dans une association simple, conformément à la loi 064-2015 de notre pays qui porte sur les libertés, il y a aussi un comportement à avoir. Et surtout que quand vous faites une union de personnalités qui n'est ni une structure, ni une association, parce qu'au plan juridique de la loi que je viens de citer, une association, pratiquement, je pense que c'est à son article 3, il est dit, une association, c'est un regroupement de personnes qui ont une ambition de mener des activités dans un cadre périn, ça veut dire durable. Or, ici, effectivement, on peut ne pas se retrouver dans cette situation, dans la mesure où il se peut que dans la même semaine, les revendications que nous avons sur la table puissent avoir solutionnement et on pourrait n'est pas possible. Donc, pour revenir de façon très précise sur la question, il était nécessaire que ces personnalités-là, je les écoute, et disent, dès lors que ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une agglomération de structures, elles sont partantes. Donc, et quand c'est comme ça, les bases doivent être écrites de façon claire. Nous ne sommes pas une structure en place pour pouvoir revendiquer, conquérir et gérer un appareil d'État. Mais cela ne veut pas dire que la question sur laquelle nous prononçons n'est pas politique. C'est cet amalgame qu'il ne faut pas faire. Dire qu'on est apolitique dans le cadre de la loi de façon stricte ne veut pas dire qu'on ne mène pas des activités politiques ou qu'on n'est pas un homme politique en tant que tel. Mais maintenant, pour la transition malienne ou les autorités maliennes, vous avez bien vu, même notre cas ici, quand nous avons lancé le mot d'ordre de grève générale le 16 septembre 2015, que vous me permettez de prendre cet exemple syndical, même si je ne parle pas au nom du mouvement syndical ici, quand nous avons lancé le mot d'ordre le samedi 25 septembre 2015, l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida nous a reçus au premier ministère. Il nous a dit, bon, c'est pour nous féliciter par rapport à notre contribution et ainsi de suite. J'ai pris la parole, j'étais le porte-parole, j'ai pris la parole pour lui dire, son excellence, je vous en prie, nous n'avons pas lancé le mot d'ordre de grève pour vous accompagner. Il faut que ce soit clair. Parce qu'à l'issue de l'insurrection, on a fait une conférence de presse le 2 novembre 2014 au centre de presse Norbert Zongo pour dénoncer l'intervention militaire dans le cadre de l'insurrection, en traitant ça de coup d'État. Il faut aussi s'assumer, comme dans les actes qu'on pose, de par l'antériorité. Donc nous avons dit que notre intervention, c'est pour sauvegarder les institutions, sauvegarder les libertés, sauvegarder la démocratie. C'est ce que nous avons posé comme acte. Mais maintenant, il était bien qu'on précise également que pour agir sur la question malienne, et dès lors qu'on condamne par principe les coups d'État, il serait difficile d'aller directement et de façon ouverte à avoir interlocuteur ou interlocutrice la junte. Donc voilà pourquoi nous l'avons précisé d'ores et déjà. Tout en condamnant également les coups d'État, nous avons aussi ajouté que là où on doit plus mettre l'énergie, ce sont les causes qui produisent ces coups d'État. La mauvaise gouvernance, les tripatouillages constitutionnels, le manque de respect des engagements, etc. Parce qu'une chose est de condamner fermement les conséquences, mais il faut mieux agir de façon consciente sur les causes afin d'éviter ces conséquences. D'accord. Peut-être sur la même question, dans les faits, comment ça se fait? Aujourd'hui, vous soutenez le peuple malien, mais pas la junte. Aujourd'hui, on a le peuple malien qui est en phase avec les autorités si on se réfère à la manifestation tenue vendredi dernier à Bamako. Vous faites ça concrètement, comment se distingue-t-il là? Dès lors que nous sommes en contact avec la société civile malienne, les organisations syndicales et puis les autres, nous pourrons réfléchir après exactement quels sont les actes au cas où, je dis bien au cas où, des ressources venaient à être rassemblées, à l'endroit de qui et pourquoi, sur quoi ça doit être mis, et l'accent. Maintenant, l'apport de l'énergie du peuple malien à leur junte, je dis bien c'est une question où, par exemple, c'est en lien avec la durée du mandat, c'est une question où sur laquelle nous avons toujours estimé que le peuple malien, devant l'histoire, est historiquement mature, est capable de gérer ces questions internes. C'est comme si, je me rappelle bien, même quand on a lancé le mot d'ordre de grève le 16 septembre 2015, certains se sont précipités pour dire, mais les Bassormans disent qu'ils sont apolitiques, mais le mot d'ordre que vous avez lancé là, voilà, c'est un mot d'ordre politique, ainsi de suite. Tout ça, c'est la question du niveau. On ne l'est pas. Donc, par conséquent, le peuple malien est libre de s'organiser au niveau interne et poser les actes à l'endroit de qui il veut. Ça, c'est le peuple malien. Mais soutenir le peuple malien
n'est pas aller appeler des gens comme ça et puis dire bon, nous on a tel soutien, on vous le donne. On peut réfléchir ensemble. Quand je dis réfléchir, je donne des exemples. C'est des pistes d'exemples que je donne au cas où. À supposer que nous contactons la société civile malienne et puis elle nous dit bon, les ressources que vous avez amenées, nous allons les apporter dans un hôpital pour prendre en charge les soins. Vous voyez ici, là, ce ne sont pas seulement des Maliens qui passent au niveau de ces hôpitaux. Tous les Africains, frères africains qui transitent, et même des autres continents qui sont sur le continent, qui sont sur le territoire malien, si quelqu'un tombe malade, on ne va pas te soigner sur la base de ta nationalité. Alors, si par exemple le peuple malien nous dit, ou la société civile nous dit, les ressources que vous avez amenées, nous allons acheter une caméra de façon symbolique, remettre à la télévision nationale, mais de la façon dont vous êtes assis aujourd'hui, ce que vous faites, ça bénéficie à l'ensemble des populations africaines, dans la mesure où ce n'est même pas seulement le Burkina. Vous éduquez, vous orientez, vous sensibilisez. Donc par conséquent, c'est de poser un acte dont le bénéfice pourrait être transversal. C'est ça qui est important. Mais tout compte fait, il faut dire que la réaction que nous avons eue, et nous profitons saluer l'opinion qui, dans sa majorité, pour ne pas dire la totalité, a apprécié cet acte, je pourrais dire même que l'acquis immédiat peut être le fait que ça a contribué. Je ne dis pas que c'est ça seulement, ça a contribué à séréniser le peuple malien. Vous avez vu dans ces genres de situations rapidement, on peut dire, bon, aux communautés, c'est votre président qui a signé tel et tel document, les gens peuvent rentrer en confrontation. Mais vous avez vu, en démarrant de cette façon, ça a même permis aux communautés burkinabées résidentes au Mali de porter la voix, de faire un communiqué, de faire une rencontre et de dire même qu'elles vont prendre part à la manifestation. Parce qu'on a vu dans certains pays, quand il y a des incompréhensions comme ça, rapidement on se rentre dedans, on commence à se saccager. Et je termine par l'exemple qui est que, vous avez vu même, c'était une vidéo sur l'Angola, où les gens sont partis pirater ça pour dire qu'on est en train de saccager l'ambassade du Burkina au Mali, ainsi de suite. Donc je profite féliciter le peuple malien pour sa maturité historique. Et quand je parle de maturité historique, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a eu la base initiale de la pensée de l'unification des peuples africains en 1958. Et c'est également dans ce même pays qu'il y a eu la toute première rencontre le 21 mai 1970 pour réfléchir sur la création de la CEDEAO. Donc c'est un peuple mature. Par conséquent, je les félicite pour cette maturité où ils n'en ont pas fait des questions communautaires. Il faut aussi féliciter les autres communautés africaines sur le territoire malien qui se sont engagées à accompagner le Mali. Et je me répète, et vous me le permettrez, ce n'est pas une crise malienne, elle est une crise africaine. D'accord. Alors voilà, vous dites que c'est une crise africaine, vous ne soutenez pas la jeune par principe, c'est le peuple malien. Maintenant, effectivement, là, vous avez été honnête, c'est des questions politiques, ça ne vous empêche pas, effectivement, de vous prononcer sur ces questions politiques et de prendre position contre les sanctions de la CEDEAO. Il y a une position claire et assumée par rapport à ces positions, comment on appelle ça, contre les sanctions qui ont été prononcées par la CEDEAO. Vous plongeant en plein pied maintenant dans comment on appelle ça, dans une sortie politique. Ça c'est comment on appelle ça, c'est le commentaire que je fais. Mais maintenant, votre structure, vous dites que c'est juste pour aider les Maliens qui seraient dans le besoin et ça s'organise. Maintenant pour l'après. Et l'après, comme vous l'avez dit, notre très grand souhait, c'est véritablement que les préoccupations que nous avons exposées et sur lesquelles nous invitons toutes les bonnes volontés à nous accompagner pour les résoudre, puissent véritablement trouver rapidement solution. Pourquoi je le dis? Je me rappelle le 23 septembre 2015, à l'éducation ouvrière, nous avons constaté dans la gestion du mot d'ordre de grève que nous avons perdu beaucoup de frères à la Mecque qui étaient partis pour le pèlerinage. Il y avait également un manque d'un certain nombre de produits sur le terrain. On était obligé de réaménager le mot d'ordre. C'était le 23 septembre. Mais dans le réaménagement du mot d'ordre, c'est venu rapidement à notre esprit pour dire mais nous sommes au 23 septembre. Mais jusqu'à présent, personne ne parle de virement salarial et autres. Mais les populations vont vivre de quoi? Les travailleurs du privé, du public vont vivre de quoi? J'ai été instruit par mes collègues, secrétaires généraux, et j'ai appelé immédiatement l'ancien ministre des Finances, M. Gustave Sanon, pour lui demander, la situation, nous sommes en train de réaménager le mot d'ordre de grève, mais on fait quoi? Quelle est l'information claire sur la question du virement des salaires, que ce soit dans le privé ou le public? Il m'a répondu pour dire, quand je dis il faut être très précis et très regardant, ces structures qui donnent l'impression de défendre les peuples ne défendent pas les peuples. La réponse qu'il a donnée, j'ai lu entre griffes,
que même le gouvernement, la transition, y compris le ministre, c'est comme s'ils étaient en train d'être pris en tenaille en dessous. Parce que nous avons écrit à la CEDEAO pour menacer et dire leur comportement dans la gestion de la crise burkinabé, si elle s'enlise, nous allons tenir la CEDEAO pour responsable. On a eu l'impression que des gens ont voulu passer en bas pour dire, bon, il y a eu une crise dans le temps au Mali, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, ils ont payé les salaires, la BCEAO a eu des problèmes, donc ils sont en train de faire ces tractations-là. Ça veut dire quoi? Qu'on pouvait se retrouver même au Burkina en 2015 sans salaire. Nous étions obligés de dire à monsieur le ministre que la presse n'est pas encore partie. Nous avons lu la déclaration liminaire de réaménagement du mode d'ordre de grève, mais on vous donne 1 heure de temps. Nous allons inviter la presse à rester. Si toutefois il y a une réponse contraire, nous allons réengager le mouvement. Ça n'a pas fait 30 minutes, nous a rappelé pour dire les salaires seront virés. Donc vous voyez qu'en dessous, voilà pourquoi nous disons aux autorités, d'un moment il faut donner l'information. Si vous voulez vous faire accompagner, il faut donner l'information saine. À supposer qu'on ait fini la conférence de presse, on ait quitté l'éducation ouvrière le 23 septembre et qu'on rentre comme ça s'asseoir, on allait être mis devant le fait accompli, que bon, on a trouvé les mêmes stratagèmes là, parce que la CEDEAO est fâchée contre le peuple burkinabé, on pouvait bloquer aussi le virement des salaires. Donc nous avons réagi dans ce sens. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à poursuivre, à faire, à contacter qui de droit, à inviter les bonnes volontés pour que nous sommes déjà au 20-21. Voilà, ça veut dire qu'on tend vers la fin du mois. Quand on parle de gel des avoirs dans les banques et autres, si les autorités n'ont pas pris un certain nombre de dispositions, mais nous savons très bien que les travailleurs maliens pourraient se retrouver sans revenu. Or, le revenu en Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est l'individu, certes, qu'on paie, mais c'est un bien communautaire. Parce que les transactions qui se font, tous ceux qui sont pris en charge, c'est un bien communautaire. Et surtout que nous, dans notre pays, les autorités agricoles ont bien fait un point où il y a une perte de 10% en production céréalière, 25% en production vivrière. Ça veut dire que les populations sont obligées de traverser les frontières pour aller chercher de quoi vivre. Donc si on ne réagit pas rapidement, ça peut arriver. Par conséquent, si ces préoccupations sont résolues, même dans une semaine, je pense que l'initiative, même si on va aller dans d'autres organisations pour poser d'autres préoccupations, ce n'est pas l'initiative qui va les porter. La dénomination est bel et bien claire. Autrement dit, l'initiative va aller jusqu'à des plaidoyers auprès des organisations sous-régionales ou auprès du président de la République par rapport à la situation au Mali, parce que les sanctions touchent directement les populations, pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Exactement, non, vous avez parfaitement raison, et voilà pourquoi j'ai dit dans un propos antérieur tout de suite que nous avons même initié des correspondances à l'endroit de cette structure. Et même en 2015, on n'avait pas pu les rencontrer parce que le gouvernement avait été pris en otage, mais tout compte fait, on a adressé la correspondance, c'était le 21 septembre, la correspondance au président de la commission de la CEDEAO. Et nous avons scanné, on a envoyé sur leur, je pense que c'était notre frère burkinabé Kadré Désiré Ouedraogo, je pense, qui était à la tête de la structure, et qu'on a envoyé. Donc, on ne va pas écarter d'office la possibilité de voir telle ou telle personne. Mais comme ce sont des décisions qui ont été prises par la CEDEAO et lui et moi, voilà pourquoi nous avons fait de façon formelle une correspondance adressée à cette structure. On pouvait aussi se limiter à une question de lettre ouverte qu'on allait publier. Mais nous avons estimé que le contact physique est toujours nécessaire. Si nous reçoivent, nous allons prendre acte. Si nous ne nous reçoivent pas, l'histoire retiendra que des frères africains se sont mobilisés. Ils ont eu des initiatives pour qu'ensemble, on puisse voir comment il faut le résoudre. Parce que ce qui a été fait dans notre situation, ça va aggraver même la crise au niveau de notre pays. Je viens de prendre l'exemple au niveau alimentaire, même au niveau sécuritaire, ça va aggraver. Voilà pourquoi il faut réagir avec tact, avec humilité, mais aussi avec beaucoup de lucidité. Oui, ben quand vous dites que vous allez adresser des correspondances, ben, je vous ai dit sur la table, c'est pas exclu que vous tentiez de voir le président du Faso, je pense d'autres présidents ou même ceux qui sont au Mali et tout. Mais quand on regarde au fond, la pression elle est mise pour que le Mali revoie sa copie sur la question de la durée de la transition. Ça, c'est une question éminemment politique. Comment vous pensez pouvoir faire bouger les lignes sans aborder ces questions-là avec ces messieurs? Parce que la pression elle est faite pour ça. On va dire que c'est le nœud gordien. Oui, en fait, voilà pourquoi que quand un problème... Le politicien, j'ai toujours dit qu'il est comme un boxeur. Quand vous êtes sur un ring avec un politicien, la main gauche qui vient permanemment sur votre face là, c'est même pas ça qu'il faut faire attention. C'est la main qui est repliée. Parce que quand il va lâcher ça, c'est une bombe. Donc, par conséquent, quand les politiciens posent un acte, ils le posent de façon officielle. Je parle des politiciens qui font la politique politicienne. Quand ils posent un acte,
Si vous ne faites pas attention, vous croyez que c'est ça uniquement. Il faut brasser de façon large. Moi, je dirais même que la situation malienne, ce qu'ils ont exhibé, qui est même une violation du protocole de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie. Et quand vous l'analysez correctement à l'intérieur, à son article 77, il n'est nullement fait part des questions de fermeture de frontières. Donc ça vient d'où? Donc nous disons aussi qu'il faut qu'on ait ce regard, parce que c'est cette froideur. Moi, je n'accuse pas seulement les autorités, c'est l'ensemble des peuples. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye? Qu'est-ce que concrètement nous avons fait? Mais parce que chacun s'est plâtré chez lui en disant c'est une crise libyenne. On a assassiné le leader. En faisant quoi? En induisant même l'ONU en erreur, entre griffes, parce que ce ne sont pas aussi des enfants qui sont assis là-bas, ils savent ce qu'ils font, en allant faire voter la résolution 1970 pour dire que Kadhafi n'est pas un démocrate, il faut aller bombarder. Avant même que la résolution ne soit prise, la France avait commencé à bombarder. Et la preuve est que l'ancien président Nicolas Sarkozy a reconnu clairement qu'ils ont fauté. Et l'actuel président également l'a reconnu qu'ils ont fait du mal en Libye. Mais les conséquences sont là. Aujourd'hui, nous n'avons pas la paix. En 2013, nous avons fait une conférence à la Bourse du Travail pour interpeller nos autorités sur ce qui se déroule au Nord Mali. Mais vous avez vu les réponses qu'on nous a envoyées. Mais les bassolements là, si c'était vos mains et vos pieds qu'on coupait dans le Nord Mali, vous n'allez pas condamner et puis inviter les autorités à ceci, cela. Aujourd'hui, voilà la situation qui se trouve chez nous, où nous sommes à près d'1,6 million morts. Donc, par conséquent, il est bien qu'on ait ce regard, qu'on puisse avancer dans ce sens pour que les peuples ne puissent pas souffrir davantage. Maintenant, en ce qui concerne le dernier propos, en ce qui concerne la durée de la transition, comme je l'ai dit, le peuple malien est historiquement mature. C'est parce que justement, les gens n'ont pas voulu dire exactement ce qu'il y a. C'est comme si nos chefs d'État ont été téléguidés pour prendre des décisions. Et immédiatement, quand ils ont pris les décisions, le lendemain, l'ONU devait se réunir pour encore aller vers une résolution. Ça veut dire que la situation malienne pouvait intervenir. Quand on amène des chefs d'État à dire que nous allons activer nos forces d'attente de la CEDEAO, ces forces-là sont en attente depuis longtemps, les autres, on est en train de mourir dans nos pays. Cette force d'attente-là fait quoi? Donc si on ne réagit pas vite, les gens peuvent aller prendre une autre résolution pour venir sur la question malienne. Mais le fond, je ne parle même pas des formes, le fond, c'est un repartage de l'Afrique qui est engagé. C'est un combat entre les puissances impérialistes dans le Nord Mali. C'est pour s'accaparer des ressources. Et je prends seulement 2 exemples. Vous voyez pourquoi? Comment la France est rentrée dans tous ces États? Parce que le Mali veut faire recours à la Russie pour amener Wagner, ainsi de suite. Mais si vous vous renseignez aussi, on va vous dire, même le coton malien qui était transporté, où les devises étaient déposées au niveau du trésor français, arrivé à un moment donné, les autorités actuelles ont révisé cette question. Les ressources sont déposées directement au niveau du trésor malien. Donc c'est comme si c'était, la France voyait ça comme un enfant qui est en train de marcher sur ses parties intimes. Et depuis longtemps, si les gens voulaient véritablement se battre pour la démocratie, vous vous dites même, bon, on ne nous veut pas, on va partir. Entre-temps, on dit non, on ne repart pas, on va réaménager. Mais vous cherchez quoi? Des machines qui sont là, on dit, qui peuvent même identifier des aiguilles sur le sol, mais qui ne voient pas des djihadistes se promener. Ça, c'est très désolant. Nous ne disons pas que le choix a été fait, bien fait par le Mali en allant vers la Russie. Un impérialiste reste un impérialiste. Mais quand quelqu'un se noie, on ne peut pas lui en vouloir d'office de s'accrocher à ce qu'il peut. L'intéressé se noie, il veut s'accrocher à ce qui peut lui permettre de s'en sortir. On ne peut que constater et voir comment il faut l'aider. La principale préoccupation, c'est la qualité de nos armées nationales. Et ceux qui nous ont colonisés ont fait en sorte à ce qu'on n'ait pas des armées qui puissent véritablement être capables de faire face à un certain nombre de préoccupations. Donc voilà les situations. Et donc la durée de la transition, je dis, je le répète, le peuple malien a la capacité, la maturité nécessaire interne de s'entendre et voir ce qui doit être fait. Chez nous, des élections ont été reportées, non? En disant que les municipales ne peuvent pas se tenir, il faut reporter dans quel mois ou dans quelle année, c'est lié à quoi? C'est pas la même raison sécuritaire? Comment vous pouvez dire on peut reporter des élections dans un pays pour des raisons sécuritaires et les autres n'ont pas le droit de le faire? Moi, j'aurais pu comprendre qu'on dise le Mali, la transition, ça ne doit pas aller à 5 ans. On active cette force de la CEDEAO, on donne 3 mois pour nettoyer le Nord Mali. Et puis on vous donne la voie de circuler, voir. En ce moment, on est prépondérant pour parler. Voilà pourquoi je dis le peuple malien est mature. Et notre action sur la société civile, c'est pour que les gens ne s'engouffrent pas à dire même les Maliens ne parlent pas de la même voix. Par conséquent, on profite, on rentre et on cisaille. C'est ça qui est le problème. Mais après le Mali, si on laisse cisailler, ça viendra quel pays? Ce qui fait quand vous regardez le président Roch-Marc Christian Kaboré, je ne suis pas dans le cercle des dieux, mais j'ai pris le cas de 2015 qui indique
que même dans le sous-table là, on peut témoigner nos responsables qui peuvent ne pas avoir la capacité nécessaire d'agir. Pourquoi? Ils peuvent même aller jusqu'à déposer leur truc d'assassinat sur table. Les questions d'intérêt, ce n'est pas des questions d'émotion, ce n'est pas de la philanthropie. Donc par conséquent, si le président sait qu'il n'a pas un certain type d'accompagnement, il a peur aussi de la mort, c'est pas facile d'agir. Ces puissances qui sont assises, ce pas des puissances de théâtre. Mais c'est pour ça ma question avait tout son sens. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous manœuvrez avec les chefs d'État et même de la CEDEAO et même ceux qui sont au pouvoir au Mali sans aborder ces questions essentielles et qui sont éminemment politiques? Oui, vous avez parfaitement raison. Je resynthétise en disant tout simplement que voilà pourquoi notre feuille de route s'est axée au niveau de ces 4 objectifs. Et ces 4 objectifs, de toute façon, les atteindre n'empêchent pas que les discussions se poursuivent sur la longueur de la transition au Mali. Je me rappelle également que les autorités maliennes viennent de faire une sortie pour dire qu'elles sont ouvertes au dialogue. La CEDEAO aussi dit qu'elle est ouverte au dialogue. Mais tels qu'ils sont en train de tourner, qui fait le premier pas? Ce qui fait mal, c'est quand vous voyez même des présidents qui sont illégitimes totalement, même auprès de leur peuple, qui ont violé leur constitution, ils viennent et disent que des militaires ne doivent pas durer au pouvoir. Mais c'est des types de comportements comme ça qui amènent les jeunes au pouvoir. Donc par conséquent, nous avons des objectifs. Si un chef d'État nous rencontre, ou bien un responsable d'institution nous rencontre, c'est les objectifs que nous avons déjà déclinés à l'opinion. Voilà pourquoi nous avons rendu ça public. On ne peut pas aller en dehors de cela. Nous ne venons pas pour discuter de durée d'un mandat dans un pays. Nous sommes venus pour demander d'ouvrir les frontières, de dégeler les comptes afin que les travailleurs puissent avoir accès à leurs biens. Parce que généralement, ce que la CEDEAO prévoit, même en termes de sanctions, on empêche les militaires de voyager. On gèle leurs comptes. Mais quand on gèle pour tout le pays, ça veut dire qu'on met même c'est la population qui sera frappée de plein fouet à travers les travailleurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est si on partait sans objectif bien décliné qu'on pouvait nous amener sur un autre terrain. Il y a un terrain qui est bien précis, mais maintenant si l'autorité estime qu'elle ne peut pas discuter de ses objectifs sans aborder la longueur de la transition, nous sommes libres, autant de la façon dont nous avons été libres pour la contacter, nous sommes libres de ne pas avancer. Mais le peuple africain retiendra qu'il y a eu des bonnes volontés qui n'ont pas croisé les bras, parce qu'il ne faut pas taiser l'africanisme. Il faut aussi le vivre. Taiser c'est mieux, le vivre encore mieux. Bassol Mabazi est notre convoqué du jour. Il est le porte-parole de l'ISPM, l'initiative de soutien au peuple malien. Vous l'avez dit, c'est un combat de principe. Aujourd'hui, au niveau de la société civile, la question malienne, notamment l'actualité et les sanctions, sont beaucoup commentées. D'autres ont décidé, par exemple, de marquer leur soutien au peuple malien à travers une marche, le 22. Est-ce que Bassol Mabazi épouse cette idée-là? Est-ce que vous allez vous retrouver dans les rues pour soutenir le peuple malien? La forme de soutien ou de manifestation vis-à-vis d'une cause, Bassolma doit avoir l'humilité de comprendre qu'il n'a pas le monopole. Et il n'est même pas bien même qu'il ait le monopole. L'essentiel est que l'ensemble des réflexions et des contributions soient complémentaires afin d'atteindre l'objectif. En ce qui concerne la manifestation prévue pour le 22, même si elle n'était pas prévue pour le 22, j'ai toujours dit que dès lors qu'on est au service de la société et de l'autre, que ce soit une organisation qui ait lancé une marche, même si c'est un individu qui est en difficulté, vous avez le devoir sociétal, moral, africain de l'accompagner. Par conséquent, dès lors que les préoccupations sont posées, si elles sont justes, parce que notre souci c'est quoi? C'est de poser des préoccupations et en dessous on veut aller faire autre chose. Comme il a très bien posé la question, on a des objectifs. Si une autorité estime qu'on veut nous dévier sur une voie pour aller discuter d'une longueur de mandat, on n'est pas dedans. Parce que là où aussi on n'arrive pas à se comprendre, c'est de dire, bon, nous sommes tous dans un véhicule. Nous partons vers l'est, nous sommes au tournant, on clignote à gauche. On est tous d'accord pour tourner à gauche. On constate qu'au lieu de tourner à gauche, les gens tournent à droite. On ne peut pas s'entendre. Dès lors qu'on est un homme de principe basé sur le fonctionnement de la conscience, de la cohérence et de la constance, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Par conséquent, toute initiative qui va dans le sens de diminuer la largeur de la pression, la profondeur de la pression et de la misère sur le peuple africain, on ne peut pas s'asseoir et puis dire qu'on n'accompagne pas. Parce que, je l'ai répété, on est resté les bras croisés et puis la question libyenne est arrivée. Et pour terminer sur ça, moi c'est un appel que je lance aux autorités. Je lance un appel aux autorités à dire qu'il faut gérer le pays avec de la sérénité. Il faut gérer le pays avec de la sérénité. Et gérer le pays avec de la sérénité, c'est poser des actes qui soient légitimes. Parce que même le légal se nourrit du légitime. Parce que dès lors, tout président, toute autorité qui n'a pas l'accompagnement populaire, ce serait difficile de vous en sortir.
Et moi, j'ai dit, à travers la presse, au chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, que je félicite en passant parce que le 8 septembre 2015, il a lu une déclaration au nom des partis politiques pour nous soutenir, d'ouvrir bien l'œil. Et de même prendre l'exemple sur son mentor Blaise Compaoré, qui a été entouré par des personnalités criant au quotidien pour dire « avançons, avançons, avançons ». Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous ceux qui criaient là, ils sont où? Certains se sont retirés, créer des partis politiques pour rejoindre le MPP. À son tour, s'il a la malchance de vivre une situation pareille, ça sera pareil. Je viens de dire sur un plateau de télé à un homme de parti politique de l'APMP que Roch n'a pas d'entourage. La première que quand c'est Maître Bédéwende, je pense seulement que j'ai vu tourner sur les plateaux, les autres étaient où? J'ai dit en 2016, donc le 16 septembre 2016, de faire attention parce que quand le bateau va commencer à prendre de l'eau, les souris vont commencer à s'échapper. Des gens préparent leurs valises posées. Et ils sortent, ils disent non, on va faire ceci, on va faire cela. En tant que chef et capitaine du navire, il faut savoir être ferme et donner de la voie à suivre. Les gens sont en train d'utiliser des espaces démocratiques, constitutionnels, qui ont été acquis au prix de la sueur, des larmes, et voire même du sang. C'est un pays démocratique. Donc si des gens viennent s'asseoir pour signer, des gens ont signé même, l'ont accompagné, je veux parler de Blaise Compaoré, l'ont accompagné pour signer des réquisitions, non? Ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont avec lui? Donc des gens aussi vont s'asseoir, prendre des décisions comme ça pour dire, bon, on va réprimer, on va mettre aux arrêts, le lendemain ils vont virer. Et je prends un dernier exemple, le même ex-ministre Gustave Sano. Je l'ai rencontré, c'était le lundi 14 septembre 2015. Parce qu'ils ont réprimé nos camarades du SINAFI au niveau des finances. Ils sont venus bloquer tout le passage au niveau du Premier ministère et ils ont même mis des snipers sur les murs. J'ai appelé M. le ministre, j'ai dit non, c'est pas bon. À la clôture de la rencontre gouvernement syndical le vendredi 11 septembre 2015, j'ai dit à Yacoub Isaac Zida que dehors ce n'est pas bon. Et j'ai cité 4 éléments. Tout le gouvernement s'est mis à rigoler, a dit non et il maîtrise la situation. Le lundi donc, je suis descendu au ministère, je profite de féliciter le ministre d'antan pour sa disponibilité. Il m'a reçu avec des camarades. Nous lui avons dit, ceux qui ont placé les snipers sur les murs là, ils ne veulent pas de votre bien. Il dit bon qu'il doit rencontrer la Banque mondiale. Si on peut se retrouver le mercredi à 7h, on va échanger avant d'aller en conseil de ministres. Parce que ceux qui ont fait les blocages là, ce n'est pas eux qui ont décidé, c'est venu d'en haut. Donc à 7h encore, j'étais dans son bureau. On a échangé jusqu'à 7h45. Il est sorti, il a dit bon, qu'il va aller au conseil de ministres. Il va transmettre au président Michel Kafando la décision. Quand ils vont finir là, ils vont me revenir. Je lui ai dit de bien noter, celui qui a mis les snipers ici, il n'est pas là pour votre bien. Lui aussi, il a rigolé. À 14h, au lieu que ce soit lui qui revienne, c'est un SMS que nous avons reçu, on était ensemble en train d'attendre son retour pour dire qu'ils ont été pris en otage. Quand ils ont été libérés, ils sont repartis dans son bureau. Le même qui a amené la police et la gendarmerie là, c'est le même qui a organisé, en tout cas il a été arrêté dans les enquêtes pour leur prise en otage. Donc le président a intérêt à ouvrir l'œil. Si les Burkinabés veulent manifester, c'est leur colère qui crée les conditions pour faire l'encadrement et laisser les uns les autres exprimer leur colère. C'est de là même qu'il saura la vérité. C'est de mon point de vue. Seriez-vous à la marche de soutien pour le Mali? La marche de soutien pour le Mali, c'est bien le 22. C'est demain. Que Dieu nous donne d'abord demain, que je sois sur les deux pieds, et puis parce qu'il n'est pas bien pour un homme de dire oui, et puis après à se dire. Si sur la marche, vous allez le constater, et je prie que Dieu me donne l'énergie d'être sur les deux pieds, en félicitant, en encourageant le peuple burkinabé et toutes les entités à avoir le courage de s'exprimer quand ça ne va pas. On ne s'exprime pas parce qu'on n'aime pas un individu. On ne s'exprime pas parce qu'on veut gâter. Les gens s'expriment parce qu'ils souffrent dans leur chair. Donc par conséquent, les achats de conscience, je prends même la coupure des réseaux. Lui, il est témoin. Moi, je l'ai appelé le mercredi 16 septembre 2015 à 19h, quand nous avons décidé de lancer le mot d'ordre. On venait de signer la motion de grève. Il a été le premier journaliste que j'ai appelé quand il était à Omega. Ah, il a dit, bon, monsieur Bazier, c'est très grave, la radio est en flamme. Le RSP venait de passer là-bas. Mais par voie de quoi? Tout ce que nous avons fait, les déclarations, les communiqués, la correspondance qu'on a transmise à la CEDEAO et ainsi de suite, pour exiger la libération des autorités, jusqu'à ce qu'il y ait même élection et puis le MPP est venu au pouvoir. C'est par quelle voie? C'est pas les mêmes réseaux. C'est pas les mêmes réseaux. Voilà pourquoi je dis en Afrique, c'est comme si on ne réfléchit pas. Vous montez par une échelle et vous cassez cette échelle comme si vous n'avez pas envie de redescendre. Il faut se dire, dès lors que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce n'est pas la peine d'agir avec frénésie. Et même quand vous dites, c'est pour des questions de sécurité du pays. J'ai aussi dit aux autorités que la source de l'insécurité de notre pays, c'est la précarité des populations. Mais quand vous coupez le réseau, vous coupez une entreprise qui fonctionne sur la base du réseau.
Vous amenez l'intéressant à ne pas pouvoir déposer la popote à la maison. Il y a des gens qui ont fait des conférences de presse pour dire qu'ils ont quitté du chiffre d'affaires journalier de 500 000 à 50 000. Ça veut dire même des moments ils peuvent ne pas vendre. Ces gens-là, si la manipulation du réseau met 2 semaines, 3 semaines, ils perdent combien? Ils perdent des loyers. Merci. Le courant, il paye l'eau. Merci Bassol Mabazi. C'est vrai que en une heure, on n'a pas pu en tout cas brasser, je dirais, tout ce qu'on avait comme palette de questions. Mais en tout cas, on a eu l'essentiel. Ça a permis aux téléspectateurs d'avoir des clés de lecture sur votre initiative de soutien au peuple malien. Vous l'avez dit, il y aura plusieurs phases pour mettre en œuvre ce que vous avez comme idée pour soutenir le peuple malien. Nous allons certainement vous recevoir ici pour faire le bilan de cette action-là. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On met un point final à la présente convocation et se donne rendez-vous lundi pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.